Karima, j'ai trouvé des gens qui font un peu plus d'argent que toi. Ouais. C'est les compagnies pétrolières. Oui, je te confirme. Non, un petit peu plus d'argent. Je te confirme, là. Je pense que ce ne serait pas dur, hein? Ben, je sais. Quoique, c'est ça, quoique. J'ai entendu la rumeur, là, apparemment. Non, écoute, oui, moi, c'est vraiment, là, tapis, là, c'est pas tapis rouge, c'est tapis en or. En or? Ben oui, on peut pas sortir du tout sur le tapis en or. Ah, c'est ça, c'est ça le truc. Ben oui, okay. Tout ça, tu connais tous mes secrets. Parce qu'il y a des gens qui, en tout cas, bref, c'est parce qu'il y a toujours comme des agents de sécurité qui viennent chercher Karima, qui la transportent jusque dans un genre de, c'est quoi, c'est comme un avion? Un carrosse d'or. Ben, aussi. On en dit des niaiseries. Écoute, non, mais les compagnies pétrolières, selon Oxfam, là, par exemple, Chevron et ExxonMobil font des bénéfices de 1200 à 1800 $ par seconde. Par seconde. C'est pour ça que je disais qu'ils font un peu plus d'argent que Karima. Hey, c'est de l'argent, ça, quand même, là. 1200 $ la seconde. Là. Je veux dire, je pensais même pas que ça existait. Imagine, tu factures ça, ton boss. 1 seconde, 2 secondes, 3 Parce secondes, que notre 4 seconde est tellement intense, là. Tu dis ça, nos secondes de radio sont tellement intenses. Ah ouais. Allez, hop, 1200. Il faut être productif. On va en parler avec Céline Fury, directrice des politiques et des campagnes chez Oxfam Québec. Oui, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, là. En fait, c'est toute la question des changements climatiques. En tout cas, on va en parler, évidemment, avec Oxfam. Oui, bonjour, Mme Fury. Bonjour. C'est-tu ça, 1200 à 1800 $ par seconde de bénéfices, là, c'est même pas des revenus, là, c'est des profits. Comment vous avez calculé Absolument. Ça? Ah ben là, on avait accès aux mêmes données que les analystes financiers produites par Standard & Poor's Capital IQ, qui ont permis de fournir ces estimations qui seront confirmées dans les prochains jours quand les résultats financiers du deuxième trimestre de ces 6 géants pétroliers seront publiés. Mm-hmm. Mais oui, c'est un doublement par rapport au premier trimestre de l'année. Wow. Et on estime qu'il devrait empocher plus de 200 milliards de dollars canadiens dans toute l'année 2026. Donc, effectivement, c'est tout un profit. C'est de l'argent, c'est de l'argent. Et là, vous faites une sortie, en fait, j'allais dire, on fait une sortie, on a vu ces résultats-là, et vous réagissez quand même à ça en disant, OK, ça n'a peut-être pas de bon sens. On entend souvent l'idée de taxer davantage, parce que ces compagnies-là s'en mettent plein les poches. On a vu les feux de forêt, on voit que la terre, tu sais, souvent, on va dire, ça brûle. On a peur pour les changements climatiques en ce moment. Donc là, vous proposez quoi, là? Vous les ciblez, ces entreprises qui font des méga profits? Ben d'abord, on fait un constat et on fait des calculs pour montrer non seulement l'indécence, si on veut, dans le contraste entre ces profits complètement hyperboliques et puis la réalité de la vaste majorité des gens qui en arrachent avec le coût de la vie et le coût, ça inclut le coût de l'essence aussi. Mais en fait, on fait un lien, c'est qu'on se dit, si encore ces profits records étaient causés par une action bienfaisante pour le commun des mortels, à la limite, ça serait juste une différence, un écart de richesse. Mais là, c'est pas ça. C'est que là, on fait face à des changements climatiques qui sont pas une vue de l'esprit, qui sont pas une théorie. C'est vraiment très concret, très ressenti, surtout ces semaines estivales et partout dans le monde, là, pas juste très loin d'ici. On les ressent au Canada aussi, dans le nord de l'Ontario, en Colombie-Britannique. Il y a des feux de forêt. En Europe, en ce moment. Souffrent de ces vagues de chaleur-là. En Europe, il y a eu plus de 10 000 morts en excès des morts habituelles là, à ce temps-ci de l'année. Il y a eu des dizaines de milliers de morts aussi en Inde à cause de vagues de chaleur. Et on a calculé que ces 6 plus grandes compagnies privées de pétrole et de gaz que vous avez nommées, elles sont responsables à cause de leurs émissions de gaz à effet de serre de une vague de chaleur sur 4 depuis le début des années 2000. Donc, il y a vraiment une responsabilité directe pour finalement des milliers de morts dans le monde, mais aussi des infrastructures essentielles qui sont détruites et qui permettent aux économies de subsister puis aux gens de gagner leur croûte. C'est des logements qui sont détruits. C'est vraiment le coût de la vie, le coût de l'énergie et puis le bien-être vital des gens qui est affecté par ça. Mais c'est qui le responsable? Mais c'est qui est responsable de ça? Parce que c'est facile de dire, je dis pas que c'est ce que vous faites là, mais
on fait ça collectivement, là, pointer du doigt, par exemple, les compagnies pétrolières, mais c'est nous qui consommons ce pétrole-là, c'est nous qui l'utilisons, c'est nous que ça accommode bien et que ça arrange. Donc, est-ce que c'est la solution de pointer du doigt une entreprise qui fournit ce qu'on lui demande de nous fournir? C'est un système qui est responsable. C'est tout un système, vous avez raison, qui est dépendant des énergies fossiles. Mais c'est pas un système, c'est nous. C'est les individus, c'est pas le système. Bien sûr. Mais si le pétrole finit par coûter trop cher ou finit par ne plus être intéressant pour ceux qui le consomment, ben on va peut-être commencer, et ça a déjà commencé, à se tourner vers des énergies renouvelables. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui sont déjà en train, dans leur politique publique, leurs subventions, leurs crédits d'impôt, leurs incitations, sont déjà en train de prendre ce tournant-là. Le Canada, les États-Unis, on n'est pas tout à fait là encore, mais on sera peut-être obligé de le faire. S'il y a des conflits dans le monde aussi, qui bloquent les chaînes d'approvisionnement, comme la guerre des États-Unis et d'Israël en Iran, et qui font que le pétrole n'est plus accessible, ben on va peut-être finir par passer à autre chose. Mais pour l'instant, c'est sûr que c'est tout un système qui est encore beaucoup trop dépendant du pétrole et du gaz. Mais le temps que ça change, on demande au moins à ceux qui bénéficient des changements climatiques et qui bénéficient de cette économie du pétrole de contribuer leur juste part à l'adaptation climatique. OK. C'est-à-dire donc là, de payer c'est ça, vous proposez quoi? Ben, une taxe, comme il en existe dans plusieurs pays du monde, notamment en Australie et dans d'autres pays en Europe, une taxe qui sur les profits excessifs, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le baril de pétrole atteint un certain seuil et donc où les profits deviennent vraiment exceptionnels, eh bien là, on demande une contribution temporaire d'environ 25% et qui permettrait de récolter environ 500 milliards de dollars en une année, déjà la première année, ce qui dépasse ou ce qui couvre bien les frais d'adaptation climatique de tous les pays à faible revenu. Oui, Céline Fury, c'est intéressant, mais souvent, je trouve que c'est l'équation un peu facile qu'on entend. Puis c'est sûr que ça a l'air du gros bon sens. Ben là, ils s'en mettent plein les poches. Ces entreprises milliardaires, elles polluent. Mais on s'entend qu'elles finissent toujours par refiler la facture aux consommateurs. C'est une taxe que tu envoies souvent à des entreprises. Ben, c'est la personne, c'est le consommateur à la pompe qui finit par payer. Et vous avez mentionné le système, cette dépendance-là. Il y a des gens qui vivent en région ne peuvent pas prendre le transport en commun. Ils n'ont pas nécessairement les moyens de se payer une auto électrique. Est-ce que vous calculez ça aussi dans l'équation, le fait qu'on pourrait refiler la facture aux consommateurs? Ben là, je pense que c'est les pouvoirs publics qui doivent prendre le relais, puis instaurer aussi un cadre législatif pour éviter justement que ce soit finalement monsieur, madame, tout le monde qui paye la note. Mais il faut savoir qu'en ce moment, c'est déjà le cas. Les primes d'assurance montent, le coût de l'essence a monté. C'est déjà le cas. Ce sont les contribuables, ce sont les consommateurs moyens qui assument finalement un problème qui a été causé par une certaine industrie, comme à une autre époque, l'industrie du tabac, qui a dû aussi payer des dédommagements en réponse à cette responsabilité directe qu'ils avaient. Donc, c'est un peu le même principe de responsabilisation qu'on demande à ces entreprises-là, tout en étant conscient qu'on est plusieurs à devoir changer nos habitudes de consommation. Écoutez, je veux dire quelque chose d'extrême gauche. Puis oui, vous êtes encore à Cube Radio, tout le monde, vous êtes bien à Cube Radio. Ça marche-tu? Ce discours-là, cette façon-là de parler des compagnies pétrolières, de la crise climatique. David Suzuki a dit que c'est un échec. J'ai échoué. Il a écrit ça dans sa dernière biographie. Jean Lemire, qu'on connaît très bien au Québec, celui qui s'en allait voir les glaciers puis qui revenait pour nous faire part de ce qu'il avait vu, lui aussi a dit que ça n'a pas fonctionné. Est-ce que ça fonctionne, cette façon-là de parler d'environnement depuis toutes ces années? J'ai l'impression que non. Puis et c'est là que je dis que c'est d'extrême gauche, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être l'autre façon de faire passer un message qui fonctionnerait peut-être un peu mieux. Ben, c'est sûr que si on veut dépasser la niche de gens conscientisés et prêts à faire des sacrifices pour d'autres gens loin d'eux, si on veut vraiment atteindre la majorité des gens, il faut que les gens ressentent non seulement le risque, mais la réalité des changements climatiques et qu'ils le ressentent directement ou qu'ils en entendent suffisamment parler pour se dire que, hey, ils ont peut-être pas envie que leurs enfants puis leurs petits-enfants grandissent là-dedans, s'appauvrissent là-dedans, soient mal là-dedans et donc soient prêts à changer leurs habitudes, à contribuer un petit peu plus et surtout à faire pression pour que ceux qui ont amplement les moyens de contribuer le fassent juste un petit peu plus. Donc, c'est plusieurs mesures qu'il faut appuyer en tant que citoyen et en tant que consommateur. Il faut aussi changer là où vont les subventions de nos gouvernements pour que l'économie, cesse de réchauffer la planète. Oui, puis en même temps, quand on regarde
Oui, c'est ça. Mais j'allais dire, quand on regarde maintenant ce qui se passe au Canada, on a plutôt l'impression qu'on pèse sur l'accélérateur pour les pétrolières. On a vu cette entente là, que Mark Carney a décidé que finalement, on allait payer collectivement parce que ce fameux pipeline entre la Colombie-Britannique et l'Alberta, quand on a annoncé tout ça, c'est un peu les Canadiens qui vont payer aussi pour ça. Avez-vous l'impression que finalement, c'est pareil comme avant? Alors, il y a certaines bonnes nouvelles dont on parle peut-être moins, c'est qu'il y a eu quand même un bon financement annoncé par le gouvernement Carney pour aider à l'adaptation au changement climatique des pays qui ont des revenus plus faibles dans le monde. Donc, ça se prend parce que c'est nécessaire. C'est vraiment les sociétés qui sont le moins bien équipées pour faire face au changement climatique qui écopent le plus. Après, au Canada, oui, il y a vraiment encore du chemin à faire, puis on n'est pas dans la bonne direction en ce moment, mais on est plusieurs organisations à faire pression et à démontrer que c'est dans l'intérêt du Canada et des Canadiens de sortir finalement de l'économie extractiviste des hydrocarbures traditionnels pour miser sur l'avenir, comme l'ont fait la Norvège, comme l'ont fait d'autres pays, et on voit que c'est possible. L'entrevue a duré à peu près 10 minutes 45 secondes. Ça veut dire qu'ils ont fait, il faut faire 1200 $ fois 60. Ensuite, il faut faire fois 50. C'est malade mental. Merci beaucoup d'être venu nous parler, Céline Fury. Ching, ching. Bye bye.